de guerre. Nous n'acceptons pas que dans aucun cas, pour aucune cause, dans aucune circonstance, la guerre que nous avons clouée au pilori comme un crime puisse se réveiller contre les peuples. Oui, la guerre était un crime. Toute l'Europe le proclamait. Mais ici en Allemagne, un homme, Adolf Hitler, et un parti, le parti nazi, voulaient la guerre. Ils avaient décidé de déchirer le traité de Versailles et de refaire la carte de l'Europe, par la force. Depuis 1936, Hitler avait réoccupé la Rhénanie, annexé l'Autriche, arraché le territoire des Sudètes. Il fallait l'arrêter. Personne n'osait. Paris était 38. Édouard Daladier, président du Conseil, rentre de Munich, où il vient de capituler, une fois de plus, devant Hitler. Malgré les traités, la France et l'Angleterre ont abandonné leurs protégés, la petite Tchécoslovaquie, qui va bientôt être dépecée. Et pourtant, Daladier est follement acclamé. La France vient de renier sa parole. Peu importe, la paix est sauvée. J'ai la certitude aujourd'hui, grâce au désir de concession mutuelle et à l'esprit de collaboration qui a fortement animé l'action des chefs des gouvernements des 4 grandes puissances occidentales, que la paix est aujourd'hui sauvée. Une France usée, vieillie, divisée, obsédée par le souvenir des hécatombes de 14-18, pousse un lâche soupir de soulagement. La droite française, traumatisée par le Front populaire et par la guerre d'Espagne, a la hantise du communisme, et souvent une secrète admiration pour Monsieur Hitler et Monsieur Mussolini, des hommes à poigne qui savent maintenir l'ordre chez eux. Et la gauche, jusque-là internationaliste et pacifiste, va-t-elle relever le flambeau du patriotisme au nom de l'antifascisme? Le 23 août 1939, coup de théâtre. Von Ribbentrop, le ministre allemand des Affaires étrangères, prend l'avion pour Moscou. Il va signer, au nom de l'Allemagne nazie, un pacte de non-agression avec la Russie soviétique. La gauche française est stupéfaite, paralysée. Un traité entre Hitler et Staline. Comment est-ce possible? Staline, devant les atermoiements des démocraties occidentales, a fait volte-face. Il veut gagner du temps. Hitler, lui, veut les mains libres à l'Est, car après l'Autriche et la Tchécoslovaquie, il compte maintenant s'attaquer à la Pologne. Il sait que cette fois-ci, ce sera la guerre avec l'Angleterre et la France. Il est prêt à prendre le risque, mais il ne veut pas combattre sur 2 fronts à la fois. Pour envahir la Pologne, il ne lui manque plus qu'un prétexte, Danzig. Afin de donner à la Pologne un débouché sur la mer, le traité de Versailles a créé un couloir et une ville libre, Danzig, qui sépare l'Allemagne de la Prusse. Une monstruosité, déclare Hitler, qui réclame le retour de Danzig au Grand Reich allemand. Été 39, c'est le 3e été des congés payés.
les Français commencent à peine à profiter des conquêtes du Front populaire. Il paraît qu'Hitler veut maintenant attaquer la Pologne. Pauvre Pologne. Le 1er septembre, à 4h45 du matin, sans déclaration de guerre, les troupes allemandes entrent en Pologne. Un ouragan, 63 divisions, dont 6 divisions blindées, soutenues par 2000 avions. Face à eux, les Polonais ne peuvent aligner que 12 brigades de cavalerie et 300 avions. Malgré leur bravoure légendaire, que pourront faire les lanciers polonais qui partent au front pour aller charger follement contre les blindés allemands? À Londres et à Paris, on se consulte dans la fièvre et dans l'angoisse. Va-t-on s'incliner devant le nouveau coup de force? Va-t-on abandonner la Pologne elle aussi, malgré les traités? Non, cette fois on ne peut plus reculer. Paris et Londres décident d'envoyer un ultimatum à Hitler. S'il n'arrête pas les hostilités avant le 3 septembre à midi, c'est la guerre. À Paris, Édouard Daladier n'ose pas soumettre ouvertement cette décision au Parlement. Il lui demande simplement de voter des crédits militaires exceptionnels. Dans l'hémicycle du Palais Bourbon, le mot « guerre » ne sera même pas prononcé au cours de ce débat historique auquel assistait le député Louis Jacquinot. Je veux dire que l'Assemblée n'était pas unanime, il faut le reconnaître. Et puis il y a une sorte d'ambiguïté, car la déclaration de guerre s'est faite sur le vote des crédits militaires, 70 milliards de crédits militaires. C'est ce qu'on a reproché à Daladier d'avoir présenté de la manière que je vous dis, la déclaration de guerre. La vérité, c'est que on continuait de négocier. Et j'ai l'impression, contrairement d'ailleurs aux Anglais, qu'on espérait quand même que la guerre n'aurait pas lieu, ou tout au moins que les Allemands n'attaqueraient pas la France. Quelle était l'atmosphère ici Angoissée. Il n'y avait pas, à vrai dire, l'enthousiasme de la Première Guerre. Bon. J'étais jeune, en 14. Il y avait sans aucun doute l'unanimité nationale, en tout cas l'Assemblée, l'unanimité de l'Assemblée. Il y avait d'abord la fatigue, il faut bien dire, du pays après une saignée comme celle de 14-18. Et on ne tenait pas à revoir encore une deuxième guerre. C'est encore un sentiment qui n'était pas propre à exciter les cœurs, et ne donnait pas d'enthousiasme pour le combat. La France entre dans la guerre, mais en reculant. Nous faisons la guerre parce qu'on nous l'a imposée. Chacun de nous est à son poste, sur le sol de France, sur cette terre de liberté, où le respect de la dignité humaine trouve un de ses derniers refuges. Vous associerez tous vos efforts dans un profond sentiment d'union et de fraternité pour le salut de la patrie. Vive la France! Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous, de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes rugir ces féroces... La moitié de ceux qui partent ont déjà fait la guerre de 14-18, la der des der, comme l'avait fait André Arquin, commandant de réserve au 34e régiment d'infanterie. Monsieur Arquin, cette plaque vous rappelle des souvenirs, n'est-ce pas? Oui, elle me rappelle de grands souvenirs. Je me suis trouvé là le 25 août 1914, mobilisé avec ma classe, et je me retrouve en 39, exactement sur le même pied au même départ. Les visages n'étaient pas les mêmes. En 14, il y avait un enthousiasme, il y avait quelque chose tout de même, c'était exaltant. Tandis qu'en 39, les gens étaient réfléchis. Les gens étaient sérieux. Ils pensaient à toutes les affaires qu'ils avaient quittées. Qu'il y a refaire une guerre 20 ans après, pour les mêmes individus, car la plupart s'en étaient. Et alors, avec deux guerres au bout de 20 ans, c'est dur. Oui, vraiment. 2 guerres en une génération, c'est trop. Et puis nous ne sommes pas prêts, disent les uns. C'est la faute des grèves et du Front populaire. D'ailleurs, Hitler n'a pas attaqué la France, disent les autres. Défendre la patrie, d'accord, mais qui veut mourir pour Danzig? Bien sûr, chacun fera son devoir s'il le faut. Mais le cœur n'y est pas, non, vraiment, malgré l'éternelle bonne humeur de Fernandel.
C'est avec une grande joie que j'ai eu l'honneur de souhaiter aujourd'hui la bienvenue au ministère de la Guerre, aux représentants des dominions de l'Empire britannique, ainsi qu'à mon ami M. Eden. Le gouvernement essaie de rassurer les Français par tous les moyens. Mais les phrases pompeuses du ministère de la Propagande, confiées au célèbre écrivain Jean Giraudoux, sonnent atrocement faux. Soldats de France, gars de chez nous, qui, de toute votre vaillance, allez une fois de plus écrire dans l'histoire ce que c'est que l'amour et la défense de l'honneur et de la liberté. Braves et bonnes gens de chez nous, qui, dans tant de vos douces familles, assemblez déjà les souvenirs et les transes de 3 guerres. Regardez, avec toute votre affection, avec toute votre confiance, ces jeunes et robustes soldats anglais, leur matériel, leurs armements magnifiques. Allons, courage, dit la propagande. La vie continue. Regardez. Confiance encore, confiance toujours, confiance totale. N'en donnerait-on pour preuve que la plus chantante, la plus aimable, les vendanges, qui, ainsi que les récoltes, ont été faites dans toute la France, telle qu'on le voit ici, en Champagne, puis en Alsace, par des soldats jeunes, dont l'armée française put largement disposer, tant est assurée sa forte sécurité aux frontières. Quand la fraternité d'armes franco-britannique nous aura rendu le bonheur de boire et de rire heureux chez nous, comme ils seront plus que jamais délectables, ces vins millésimés de la guerre, et tout particulièrement les crus fameux d'Alsace, les vins de la frontière. Hitler, pendant ce temps, écrase la malheureuse Pologne. En 6 jours, les avant-gardes allemandes atteignent Varsovie. Le 20 septembre, la ville est entièrement encerclée. Les 30 divisions de l'armée polonaise ont été pulvérisées par l'attaque des blindés, soutenus par l'aviation. Mais Varsovie, première ville martyre, résiste encore pendant une semaine, malgré les bombardements quotidiens de la Luftwaffe. Le 1er octobre, tout est fini. Les troupes allemandes entrent dans Varsovie. C'est la première démonstration de la Blitzkrieg, la guerre éclair. Les Allemands ont perdu 10 000 hommes. Hitler peut triompher. Le 17 septembre, les troupes soviétiques, elles aussi, sont entrées en Pologne. Staline ne veut pas laisser Hitler approcher trop près de ses frontières. Et l'Europe assiste à ce spectacle inattendu. Soldats soviétiques et soldats allemands fraternisant autour d'un tract en russe distribué par Goebbels et qui proclame « L'armée allemande salue l'armée rouge des ouvriers et paysans, pour laquelle elle a toujours eu un profond respect. » La Pologne n'existe plus. Avant de partir, Hitler a confié ce nouveau protectorat du Grand Reich allemand à un gouverneur général, le Gauleiter Frank, au SS et à la Gestapo, et il leur a donné pour mission régler le problème juif. Qu'avait fait la France pour aider la Pologne qui l'appelait à son secours? À l'ouest, le front allemand était dégarni. Hitler n'avait laissé qu'une trentaine de divisions, étalées sur 850 km de frontières. En face, la France aurait pu concentrer 85 divisions, une occasion unique d'attaquer. Début septembre, l'état-major français a ordonné une offensive sur le front de la Sarre. Le 5 septembre, l'opération Sarre est lancée à grands coups de communiqués claironnants. Mais 10 divisions seulement avancent prudemment sur un front de 20 km et pénètrent en Allemagne par la forêt de la Warne. Elles mettent 15 jours pour s'enfoncer de 1 à 8 km en territoire allemand, sans rencontrer de résistance. Les Allemands ont subi des pertes énormes, annoncent fièrement les communiqués. En fait, ils n'ont pas eu 200 morts. La vérité, c'est que le commandant en chef, le général Gamelin, ne croit pas à l'offensive. Après la chute de Varsovie, le 1er octobre, il ordonne le repli, de nuit et en secret. À l'époque, le général Beaufre était capitaine à l'état-major de l'armée. Je dois dire que
en fait, c'est Gamelin et Gamelin seul qui portent la responsabilité de cette palinodie qui a été la soi-disant offensive sur le front de la Sarre. L'armée française aurait pu faire une vaste offensive en direction de Berlin? Non seulement elle le pouvait, mais elle le devait. Elle le devait pour des raisons morales, mais elle le devait pour justement se roder. Si on avait poussé à ce moment-là, nous n'avions d'ailleurs presque rien devant nous, mais si on avait poussé à ce moment-là, peut-être certaines insuffisances du commandement seraient montrées. On aurait limogé des généraux, comme on l'a fait en 14, et on aurait limogé des colonels, on aurait donné à cette armée un tonus et des capacités qu'elle n'a pas retrouvées par la suite. C'est une occasion perdue. C'est une occasion perdue entièrement, d'autant plus qu'à cette époque-là, la ligne Siegfried n'était même pas terminée. C'est l'impéricide Gamelin qui était un personnage qui était entièrement, si vous voulez, prêt à ne pas prendre de décision. C'est pas Gamelin seul, j'imagine qu'au gouvernement aussi, on ne devait pas vouloir cette offensive. Alors, au gouvernement, il y a un phénomène très curieux qui s'est développé au cours de l'hiver, quand j'étais à l'état-major de l'armée, c'est-à-dire à Paris, c'est la position de Daladier. Daladier, qui était un ancien combattant de 14-18, et assez brillant d'ailleurs, avait retenu les hécatombes de 14, etc., etc., et il avait un slogan qui était « Il faut faire l'économie du sang français ». Moyennant quoi, j'avais été chargé personnellement, état-major de l'armée, de mettre sur pied 7 divisions, dont, si je me souviens bien, 3 divisions étrangères et 3 divisions sénégalaises. C'était ça l'économie du sang français. N'est-ce pas? Édouard Daladier, à la fois chef du gouvernement et ministre de la guerre, n'est que le reflet fidèle de l'opinion générale. Il a ressorti ses guêtres et son manteau de cuir de 14-18. Mais toute sa politique est inspirée par une seule pensée, la défensive. On attendra que l'Allemagne attaque, bien à l'abri, derrière la ligne Maginot. La ligne Maginot, une idée qui date de 1929. Une ligne de fortification ininterrompue de 500 km de long qui va de la Suisse au Luxembourg. Un seul inconvénient, on n'a pas pu la prolonger tout le long de la frontière belge, car le roi Léopold veut à tout prix sauvegarder la neutralité de son pays. Et si les Allemands attaquaient par là? Peu importe, a répondu en 1935 le maréchal Pétain. On les coincera comme des lapins au coin du bois, dans les Ardennes. La ligne Maginot, une véritable muraille de Chine, infranchissable. 6 ans de travaux, 1,5 million de mètres cubes de béton, 150 000 tonnes d'acier. De l'extérieur, on ne voit rien ou presque, car les ouvrages sont souterrains. Des centaines de kilomètres de galeries. Ici, 500 000 hommes vivent à 40 mètres de profondeur, comme des taupes. Ici, le commandant Gangloff a passé 9 mois de guerre. Eh bien, la vie sous terre, évidemment, est assez pénible. Elle était assez pénible, parce que, évidemment, en temps de repos, il y a quand même l'ennui et l'inactivité. Alors, à certains moments, le soldat se plaignait, certains en souffraient, c'est ce qu'on a appelé la bétonite. La ligne Maginot,
Ce n'était pas seulement une cuirasse de béton et d'acier, c'était une mystique. En douter, c'était douter de la France. Nous avions normalement un sentiment de puissance, de sécurité. D'invulnérabilité. Presque d'invulnérabilité. Jamais les Allemands ne passeraient. Nous en avions l'espoir et nous étions absolument convaincus que nous pourrions les arrêter. Qui sait? Avec un peu de chance, les Allemands n'attaqueraient peut-être même jamais. C'est ce qu'espérait le gouvernement dont M. Jacquinot faisait désormais partie. La doctrine, si on peut dire qu'il y avait une doctrine du gouvernement Daladier, était quand même de faire la guerre, mais de faire en sorte qu'on ne réveille pas Hitler. Il y avait deux raisons de la drôle de guerre. La première, c'est que militairement, nous n'étions pas prêts, car on commençait à créer des divisions cuirassées en janvier 40. Nous n'étions donc pas prêts, donc on gagnait du temps. Mais l'autre aussi, c'était de ne pas réveiller Hitler, car on craignait qu'en mettant par exemple des mines dans le Rhin, c'est une affaire qui s'est, comme vous le savez, discutée au comité suprême de Londres, au comité de guerre à Paris. On ne voulait pas provoquer Hitler d'aucune manière. Hitler, lui, encouragé par son succès foudroyant en Pologne, veut attaquer à l'ouest, tout de suite. À peine rentré de Varsovie, il a convoqué l'OKH, l'état-major de l'armée. Il lui a donné l'ordre de ramener immédiatement 50 divisions de Pologne et de lui présenter un plan de campagne à l'ouest pour le 20 octobre. Les généraux allemands y sont violemment opposés. C'est de la folie, dit l'un d'eux. La France, ce n'est pas la Pologne. Ils se souviennent de la guerre 14-18, eux aussi. Pendant 2 semaines, ils essaient de convaincre Hitler. La campagne de Pologne a révélé de graves faiblesses, un manque de préparation. Il y a même eu des cas d'indiscipline. Hitler furieux les interrompt. C'est moi qui décide. Je ne reculerai devant rien. Je vaincrai ou je tomberai. Entre l'état-major et lui, c'est le divorce. Certains officiers songent alors sérieusement à le renverser par un coup d'État. Le 8 novembre, Hitler échappe de justesse à un attentat dans la fameuse brasserie de Burgenbrau-Keller à Munich, où il est venu célébrer l'anniversaire de son premier putsch. Est-ce le signal? Non, c'est l'œuvre d'un isolé, dit-on. Mais tandis qu'Hitler enterre les victimes, la Gestapo se met en chasse à travers toute l'Allemagne. Les officiers qui complotaient sont obligés de se cacher et d'abandonner leurs projets. Hitler reste le maître. Tout le long de la ligne Siegfried, l'armée allemande reçoit alors l'ordre d'attaquer à l'ouest le 12 novembre 1939. Mais le 12 novembre, les conditions météorologiques ne sont pas favorables. L'ordre est rapporté. 5 fois en 2 mois, Hitler redonne le même ordre. Mais chaque fois, il est obligé de décommander l'attaque à cause du mauvais temps. Alors, comme l'armée française, l'armée allemande s'enterre dans la ligne Siegfried. Les deux armées sont désormais face à face, l'arme au pied. C'est le début de la drôle de guerre. Fini le grand frisson de l'été 39. L'hiver approche et il ne se passe toujours rien. Et si cette guerre finissait avant d'avoir commencé, ce serait trop beau. Alors au fil des mois, les 5 millions de Français mobilisés pour se battre s'installent dans la drôle de guerre. Une guerre en pantoufles. C'est ici exactement l'emplacement où je me trouvais en 39-40. Le 2e classe Gaston Sirec, originaire de Moissac, avait été mobilisé comme chauffeur et s'était retrouvé quelque part dans le nord. Et voici la maison où j'étais hébergé. C'est une maison où il y avait un employé de chef de gare. C'est incroyable l'accueil que nous avons eu. Il y avait une vieille grand-mère. Je me levais à 9 ou 10 heures du matin et elle me portait le café au lait au lit. On vous voit dessus? Où et oui, et je suis là, avec la tenue que j'ai actuellement. J'ai fait la drôle de guerre comme ça, habillé comme ça, et je n'étais pas le seul. Et comment ça se fait, vous n'aviez pas assez d'uniforme? Habillé comme ça. On avait la tenue de sortie, en drap bleu horizon. Et puis, c'était des bleus de travail qu'on avait touchés, réquisitionnés.
C'était des bombes bleues, du Lafon, du Thierry, vous savez, tout réquisition. On avait des chemises aussi belles comme ça le comporte, tout réquisitionné. Souliers fins, montant quand même. Oui, oui. Et vos véhicules, c'était des voitures comme celle-ci? Ah oui, évidemment, les véhicules, c'était tout de la réquisition. Alors là, il y avait du bon, il y avait du mauvais. Il y avait autant de mauvais comme de bons. Hein. Vous savez, ceux qui avaient réquisitionné ça, je ne sais pas si c'était bien fort ou s'il fallait réellement qu'on manque de matériel de guerre. Ah oui. Alors, on faisait la réclame pour les maisons. On est parti de Toulouse, n'est-ce pas? Vous savez, moi, je menais un camion, il y avait les meubles Bail dessus. Le nôtre, il y avait les meubles chocolat c'est moi ou toutes les marques possibles. C'était vilain comme tout. Vous aviez un fusil? On avait un fusil par camion. Si on était 2 hommes, il y avait un fusil pour tous les 2. Et nous avions des balles. Ah ça, nous avions 10 balles, cachetées. Et c'était défendu de l'ouvrir, de les ouvrir, de les décacheter. Mais vous tous, vous aviez envie de vous battre? Si on avait eu le matériel, on se serait battu naturellement parce que vous savez bien que nous ne sommes pas des gens à aimer les boches. Parce qu'on avait vu la guerre de 70, elle est très lointaine, d'accord. Mais on avait vu la guerre de 14 et qu'on nous avait assez rabâché qu'il n'y aurait jamais plus de guerre avec les Allemands. Et quand on a quand même vu que les Allemands attaquaient la pauvre Pologne, eh bien vous savez, là il fallait se battre. Là on était obligé de se battre contre eux. Oui, parce que nous n'avions pas envie de devenir une colonie allemande. Ah oui. Mais vous en parliez entre vous? Mais si on en parlait, je pense que ça discutait et c'est tout ce qu'on avait à faire. On n'avait rien à faire que ça. Et pardi. Boire si on avait quelques sous et si on n'en avait pas, on s'en passait. Un généreux mécène britannique a doté nos armées de 2000 ballons de football. Voici la remise des premiers. Ce n'est fort heureusement pas chez nous, pas chez les Alliés, que sévissent restrictions et privations. Pas chez nous que la monnaie est menacée d'effondrement. Dans les salles ouvertes pour la circonstance, dans les halles, dans les granges des cantonnements et tout aussi bien dans les casemates de l'avant, partout, le cinéma de l'armée apporte sa distraction, sa part de rêve et ce souvenir chantant que chacun emportera vers sa tâche. Pardonnez mon émoi, vous me comblez de joie, vous dites merci de tout Paris m'accueille, un accueil plein de joie, le bonheur me vient. Et Maurice Chevalier est là, comme toujours, pour donner le ton. Le colonel était de l'action française. Le commandant était un modéré. Le capitaine était pour le diocèse. Et le lieutenant boulotait du curé. Le chuteux était un fervent extrémiste. Le sergent, un socialiste. Convaincu. Le caporal, inscrit sur toutes les listes. Et deuxième classe au PMU. Et tout ça, d'excellents français, d'excellents soldats qui marchent au pas en pensant que la République, c'est encore le meilleur régime ici-bas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, n'étaient pas du même avis en politique, lèvent tous d'accord, quel que soit leur sort. Ils désirent tous désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix. Sur l'autre rive du Rhin, la propagande allemande de Goebbels lance un nouveau type de guerre, la guerre psychologique. Soldat, sais-tu ce que fait ta femme à l'arrière? Sais-tu que les Anglais cantonnent dans ton village? Soldat, sais-tu ce que fait ta femme à l'arrière? Sais-tu que les Anglais cantonnent dans ton village? À la radio de Stuttgart, le traître Ferdonnet répète son slogan favori. Soldat français, tu te bats pour l'Angleterre. Et il annonce les déplacements des unités françaises sur le front avant même que celles-ci en aient reçu l'ordre. Comment les Allemands peuvent-ils être aussi bien renseignés? La 5e colonne, bien sûr. Taisez-vous, méfiez-vous.
Les oreilles ennemies vous écoutent. Alors naît l'espionnite, la hantise de la 5e colonne. Une expression qui date de la guerre d'Espagne. Une réalité aussi, car les espions allemands trouvent des Français pro-fascistes pour les aider. Et les bombardements. Avec l'aviation, il n'y aura plus d'arrière. Il faut organiser la défense passive, protéger Notre-Dame, l'Arc de Triomphe, l'Opéra. Il faut évacuer les tableaux du Louvre dans les châteaux de la Loire. Et les gaz, mon Dieu, les gaz, comme en 14, ce serait atroce. Mais au bout de quelques semaines, la frayeur est passée. Et le masque à gaz est devenu un simple accessoire à la mode. Oui, c'est bien une drôle de guerre. L'aviation française effectue d'audacieuses missions au-dessus de l'Allemagne, mais pas pour bombarder, pour lancer des tracts. Une attaque aérienne avec 100 tonnes d'explosifs détruit des quartiers entiers. Mais elle est peut-être moins efficace que 500 000 feuilles volantes, révélant au peuple allemand les vérités que ses gouvernants lui cachent. Les Alliés, pénétrés de la sincérité de la cause qu'ils défendent, obtiendront la victoire autant par la vérité que par les armes. L'hiver est venu. À l'Est, toujours rien de nouveau. Sinon quelques patrouilles de corps francs que la presse monte en épingle. Un des hivers les plus froids que la France ait connus depuis longtemps. Sur le front, il fait moins 20 degrés. Et puis c'est bientôt Noël, le premier Noël de guerre. Tout au fond de la ligne Maginot, les soldats se demandent s'il y en aura d'autres, et combien. À Londres, on fête joyeusement la fin de l'année, au son d'une nouvelle chanson à la mode. Nous irons pendre notre linge sur la ligne Siegfried. Elle est loin, la ligne Siegfried. « 1940. La France reprend espoir. Le temps travaille pour nous, dit-on partout. En effet, les usines tournent à plein. Les chars sortent maintenant des ateliers à la cadence de 300 par mois. 250 chars légers et 50 lourds. La France commence à rattraper son retard dans la course aux armements. Nous achetons de plus en plus d'avions à l'Amérique. Celle-ci nous en a déjà fourni 200. À propos, qu'est-ce qu'ils attendent, les Américains, pour venir se battre avec nous? Le président Roosevelt le voudrait bien. Il sait que tôt ou tard, l'Amérique finira par entrer dans la guerre. Mais son pays est divisé. Lindbergh, le héros qui a traversé le premier l'Atlantique, ne cache pas son admiration pour Hitler. Et il fait campagne contre l'intervention en Europe. Il a relancé avec succès le slogan « L'Amérique d'abord ». Même l'ambassadeur des États-Unis à Londres, un certain Joseph Kennedy, un autre admirateur d'Hitler, prêche pour l'isolationnisme, alors que son fils, âgé de 20 ans, John Kennedy, prend la défense des démocraties. Peu importe, les usines françaises produisent maintenant des avions modernes, à la cadence de 350 en mars, 530 en avril, 1600 avions en 5 mois. Des chasseurs, des blocs, des Devoitines, qui peuvent rivaliser avec les Messerschmitt. Mars 40, la France change de gouvernement. Le Parlement a retiré sa confiance à Daladier, Paul Reynaud le remplace. Un anglophile, un partisan de l'offensive. Mais il a été élu de justesse.
a une voix de majorité. Et il a été obligé de garder Daladier comme ministre de la guerre. Malgré tout, la propagande change de ton. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts, proclament maintenant les affiches, montrant les immenses empires français et anglais. Et c'est vrai. Incontestablement, nous avions une certaine confiance en nous. Je veux dire qu'on considérait que l'armée française était quelque chose d'important, de solide, etc., etc. Mais dans le même temps, nous étions conscients d'un grand nombre de faiblesses de l'armée française. On était conscient, et très profondément dans ma génération, de ce que l'armée française était un grand organisme en partie démodé, que par exemple l'évolution de l'aviation, l'évolution des chars n'avait pas été incorporée dans l'armée française, et que par conséquent nous avions de graves déficiences. Ce qui manque, c'est une volonté et une stratégie. Une stratégie, un colonel que personne ne connaît, ou presque, et qui a écrit des livres que personne n'a lus, ou presque, en a proposé une, dès 1936. La guerre de mouvement, avec des divisions blindées, soutenues par une aviation d'assaut. Le 26 janvier 1940, il a adressé un mémorandum à 80 personnalités françaises. Il y écrit « Le conflit présent sera tôt ou tard marqué par des mouvements, des surprises, des irruptions, des poursuites, dont l'ampleur et la rapidité dépasseront infiniment celles des plus fulgurants événements du passé. Dans le conflit présent, être inerte, c'est être battu. » Il commande le 507e régiment de chars de combat. Il a 50 ans. Il s'appelle Charles de Gaulle. Dès son arrivée au pouvoir, Paul Reynaud, qui est acquis depuis 1936 aux idées du colonel de Gaulle, demande que les Alliés prennent l'initiative. M. Chamberlain, le Premier ministre britannique, est d'abord réticent. Mais M. Churchill, ministre de la Marine, qui passe déjà pour l'homme fort du gouvernement anglais, est enthousiaste. On va enfin attaquer. Au cours de la réunion d'un conseil suprême à Londres, le général Gamelin et l'amiral Darlan insistent pour que les Alliés tentent une opération en Scandinavie. L'objectif, couper la route du fer. Presque tout le minerai de fer de l'industrie de guerre allemande provient de Suède et de Norvège, par la Baltique. Mais en hiver, la Baltique est gelée. Alors le minerai est acheminé par rail jusqu'au port norvégien de Narvik et de là en Allemagne. Début avril, les Alliés mouillent des mines devant les ports norvégiens, remettent un ultimatum à la Norvège et à la Suède et préparent plusieurs débarquements tout le long des côtes. Mais Hitler les prend de vitesse. Il occupe le Danemark en 4 heures et il envahit la Norvège. Nouvelle démonstration de la guerre éclair. Le 9 avril, 6 divisions allemandes débarquent par surprise. Ici ou là, les Norvégiens, qui n'ont même pas eu le temps de mobiliser, tentent vaillamment de se défendre. Mais ils sont écrasés par la Luftwaffe, toujours maîtresse du ciel. En 48 heures, les Allemands ont pratiquement occupé tout le pays. Dans Oslo, Quisling, le nazi norvégien, a pris le pouvoir. Le roi s'est réfugié dans le nord, puis à Londres. Pour Hitler, c'est une nouvelle victoire, foudroyante. 8 jours plus tard, les Alliés interviennent et les Anglais débarquent dans le centre de la Norvège. Ils n'iront pas loin. Ils rembarquent au bout d'une semaine. Car en Norvège, l'invincible Royal Navy fait une amère découverte. La maîtrise des mers n'est plus rien sans la maîtrise du ciel. La Luftwaffe a coulé un de ses rares porte-avions, le Courageous.
Un mois plus tard seulement, se présente enfin devant Narvik le but de toute l'opération, un corps expéditionnaire commandé par le général Bétoir. À la lueur de la nuit polaire, la 13e demi-brigade de Légion étrangère, un bataillon de chasseurs alpins et 2 bataillons de Polonais réussissent à débarquer. Après 10 jours de combats très durs, les Français s'emparent enfin de la ville. C'est la première victoire alliée de la guerre. Une victoire remportée sur le terrain par le général Bétoir. C'est ce qui a fait dire à Paul Reynaud, la route du fer est coupée. Oui, elle l'a été, justement. Vous avez l'impression que c'était juste comme phrase, que c'était... Il avait raison de dire cela? Ah, il avait raison, c'était vrai. Il aurait fallu y rester. Oui, c'est vrai. La route du fer est bien coupée, mais pas pour longtemps, pour 24 heures seulement. Le lendemain, le corps expéditionnaire est rappelé d'urgence en France. Là-bas, la guerre, la vraie guerre a commencé. Le 10 mai 1940, à l'aube, les parachutistes de la 7e division du général Student embarquent à bord de Junker 52. Objectif, la Hollande. Cette fois, ça y est. Hitler joue son va-tout. Il lance toute la machine de guerre allemande contre l'Ouest. 80 divisions, 3 fois plus qu'en 14. Sur un front de 200 km, le groupe d'armée B du général von Bock attaque la Belgique et la Hollande, 2 pays neutres. Blindés en tête. Le 10 mai au matin, la 9e division Panzer franchit la frontière hollandaise. Elle a rendez-vous avec les paras à Rotterdam. Pour la première fois dans l'histoire, l'ennemi tombe du ciel. On n'avait jamais vu ça. Les paras de Student ont pour mission de prendre les aérodromes et les ponts autour de Rotterdam. En fin de matinée, ils peuvent annoncer à l'état-major « Mission accomplie ». Dès le lendemain, le 11 mai, les blindés font leur jonction avec les parachutistes. La route de Rotterdam est ouverte. Pour les Hollandais, la situation est désespérée. La reine Wilhelmine et son gouvernement partent pour Londres. Le 14, Rotterdam se rend. Trop tard, les bombardiers de Göring sont déjà en route.
Après Varsovie, Rotterdam, deuxième ville martyre. 1000 tués, 25 000 bâtiments incendiés, 80 000 sans-abri. Le monde entier est frappé de stupeur et d'indignation. La petite Hollande a été foudroyée en 4 jours. En même temps qu'ils attaquent la Hollande, les Allemands envahissent la Belgique en direction de Liège. La Belgique, si jalouse de sa neutralité qu'à un certain moment, elle a massé une partie de ses troupes face à la France. Face à l'Allemagne, elle compte sur la ligne de fortification du canal Albert, dont l'ouvrage principal est le fort imposant d'Eben-Emael, réputé imprenable. Pour les Allemands, la prise d'Eben-Emael est capitale. Pour s'en emparer, ils vont employer une ruse de guerre. Le 10 mai au matin, des planeurs ont déposé 300 pionniers par surprise. Ils traversent le canal Albert, avant que les Belges aient eu le temps de réagir sérieusement, et ils partent à l'assaut. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Depuis des semaines, ils répètent l'opération sur une maquette reconstituée en Allemagne. La 7e division d'infanterie belge qui tient le fort résiste pendant 24 heures. Mais le 11 au matin, ayant reçu des renforts, les pionniers repartent à l'assaut. Vers midi, un artificier audacieux grimpe sur la coupole et lance des charges d'explosifs à l'intérieur de la casemate principale. C'est la fin d'Eben-Emael. Après avoir traversé le canal Albert, les divisions blindées allemandes foncent maintenant vers Liège et Namur. Pour l'état-major français, tout est clair. Les Allemands recommencent la manœuvre de 14-18, le fameux plan Schlieffen, l'attaque de la Belgique, pour se porter ensuite vers la Somme et vers Paris. La riposte est prévue depuis longtemps. Le général Gamelin donne l'ordre aux armées alliées du Nord de se précipiter au-devant de l'ennemi. Dès le 10 mai, 5 armées, 600 000 hommes se mettent en branle, traversent la frontière et s'engouffrent en Belgique. Ce sont les meilleures divisions d'actifs, le fer de lance de l'armée française. Entre Liège et Namur, à Gembloux, à Louvain, elles vont d'ailleurs réussir à arrêter l'avance allemande. Pourtant, Hitler se réjouit. L'invasion de la Hollande et de la Belgique est une ruse. J'en pleurerai de joie, dit-il à ses généraux. Les Alliés ont donné dans le piège, tête baissée. Ils ont cru au plan Schlieffen. En effet, l'attaque principale des Allemands doit porter ici, à la charnière entre les armées du Nord et la ligne Maginot, en direction de Sedan, le point faible du dispositif français, un secteur de 120 km gardé seulement par 2 armées. Après avoir percé à Sedan, les Allemands doivent se rabattre vers la Manche pour encercler le gros des forces alliées. C'est le plan du général von Manstein, baptisé le coup de faucille. Le groupe d'armée A du général von Rundstedt, la moitié du corps de bataille allemand, a reçu l'ordre d'attaquer ici, à travers les Ardennes, en direction de Sedan. 3 divisions blindées, le 19e corps Panzer, doivent ouvrir la marche. Ce sont des soldats d'élite. Ils savent que le sort de la bataille va reposer sur eux. Ils savent qu'ils vont se mesurer cette fois avec l'armée française. L'un d'entre eux, le lieutenant Clemens von Kageneck. Après la victoire en Pologne, en 3 semaines, nous étions nous avons vécu dans le sentiment d'une certaine supériorité.
Et vous pensiez que vous alliez mettre en pièces l'armée française de cette même manière? Non, non, pas du tout. Juste avant le 10 mai, chacun de nous, je crois, avait le sentiment d'une aventure très dure. L'armée allemande avait un grand respect devant l'armée française par les dures expériences de la Première Guerre. Et ce respect n'existait pas seulement dans la troupe, mais aussi dans les autres milieux de l'état-major. Pour mener l'attaque, l'état-major a choisi le général Guderian, un homme de la nouvelle école, le grand spécialiste des chars. En 1936, il a lu, lui, les œuvres du général de Gaulle, avec passion. Il a une foi inébranlable dans les blindés. Nous savions qu'une entreprise aussi difficile ne pouvait réussir et être exploitée que si le commandement et les troupes y étaient soigneusement préparés. C'est avec la certitude de la victoire que nous avons commencé notre marche vers la frontière le 9 mai. Personne ne les attend là. Le massif boisé des Ardennes, un obstacle infranchissable pour les chars, disait tout le monde. Pas pour les blindés de Guderian. Il leur a donné l'ordre d'avancer jour et nuit, sans regarder, ni à droite, ni à gauche, d'exploiter la surprise et la confusion de l'ennemi, de n'avoir qu'un seul but, passer. Ils traversent le Luxembourg en 3 heures, les Ardennes belges en 1 journée. Ils bousculent la 9e armée du général Korap, et le 12 mai, ils sont déjà sur la Meuse. Ils ont parcouru 120 km en 48 heures. Mais les Français ont fait sauter les ponts à temps, et leur artillerie est très efficace. Sur la Meuse, quelques unités françaises de la 2e armée du général Hunziker résistent courageusement, au milieu de la panique et du désordre. Elles réussissent même à endiguer le raz-de-marée. Pas pour longtemps. Chaque fois, les Stukas font voler en éclats le dispositif français, avant même qu'il soit mis en place. Le 13 mai, les Allemands franchissent la Meuse. Le régiment Großdeutschland prend pied le premier de l'autre côté du fleuve. Guderian est venu assister lui-même à l'opération. Le 15 mai, l'affaire est jouée. Le front français est définitivement enfoncé à Sedan. Du côté français, c'est la consternation. Avec son chef, le général Doumenc, le capitaine Beaufre se rend au grand état-major du général Georges, l'adjoint de Gamelin. Et nous entrons dans ce petit château qui est très peu éclairé, dans un grand salon qui servait de salle d'opération. Et ce salon, il y avait une table d'architecte comme ceci, où travaillaient 2 ou 3 officiers qui parlaient au téléphone et qui prenaient des notes sur les messages qu'on leur passait. Et puis, il régnait une espèce de silence affreux, tous les coins étaient sombres. Et qu'au moment où nous entrons, Doumenc et moi, le général Georges se lève, va au-devant de Doumenc et lui dit Doumenc, le front est enfoncé à Sedan, il y a eu des défaillances, et il se met à pleurer. Ah, c'était le premier homme que j'ai vu pleurer dans cette campagne, donc j'en ai vu pleurer beaucoup d'autres.
Ça m'a fait une drôle d'impression, je peux vous dire. L'état-major français vient de comprendre qu'il est tombé dans un piège. Il rappelle immédiatement les armées de Belgique qui risquent d'être encerclées et il essaie désespérément d'arrêter Guderian. Le 14 mai, il a envoyé de Reims la 3e division cuirassée, pratiquement la seule de l'armée française, au devant des Allemands. Étirée sur 20 km, elle s'est fait massacrer par petits paquets. Du 16 au 19 mai, une autre division cuirassée, la 4e, constituée en hâte et dont le colonel de Gaulle a pris le commandement la veille, est jetée dans la mêlée à Montcornet. C'est la première grande bataille rangée, char contre char. Pendant 24 heures, les blindés de Guderian sont tenus en échec. Mais les Stukas, encore eux, apparaissent dans le ciel éternellement bleu. Les Stukas, avec leurs sirènes qui sèment la terreur. La contre-attaque française avait avancé jusqu'à 2 km du PC de Guderian. Les Stukas ont brisé son élan. Pourtant, ils se sont vaillamment battus. Ils ont découvert que dans un combat char contre char, les blindés français étaient supérieurs à ceux des Allemands. Mais ils n'avaient ni DCA, ni soutien aérien. C'est pour cela qu'ils ont été vaincus. Guderian et ses chars sont passés. Alors le général von Kleist lui donne l'ordre d'arrêter et d'attendre le reste de l'armée. Mais il désobéit. Tout seul, il fonce vers la Manche. Un officier d'état-major qui faisait la navette avec le groupe d'armées du Nord était passé au moment où l'avant-garde allemande avançait. Et il l'avait regardé passer derrière une haie. Il avait constaté qu'il y avait 10 motocyclistes, une voiture blindée, enfin, 3 fois rien, quoi, une petite avant-garde. Et que, à mesure que cette petite avant-garde avançait, on criait « Voilà les Allemands, voilà les Allemands, les Allemands », et tout le monde foutait le camp. Il y avait, si vous voulez, c'est l'équivalent de ce que l'on a connu dans les guerres précédentes, voilà les Uhlans ou encore voilà les Cosaques. Il y a eu une espèce de vague psychologique qui précédait l'arrivée des Allemands et qui a fait qu'en réalité, il n'y a eu aucune résistance entre Sedan et la mer. Du côté français, c'est le désarroi. Les unités coupées des états-majors sont perdues dans la nature. Les réfugiés, venus de Belgique et du nord de la France, sont partis sur les routes avec leurs pauvres baluchons, droit devant eux. Les régiments tournent en rond. Où fuir? Les Allemands sont partout, devant, derrière, au nord, au sud. Nous avions le supplice de la goutte d'eau. Nous recevions des mauvaises nouvelles, des mauvaises nouvelles, des mauvaises nouvelles, des mauvaises nouvelles, sans arrêt, sans qu'il y ait la moindre chose qui... Si bien que les officiers de l'état-major de Georges, qui prenaient des notes à mesure, n'est-ce pas, avaient fini par devenir un peu, comment dirais-je, impressionnés par cette atmosphère. Alors l'un d'eux ricanait et disait « Ah oui, vous êtes enfoncé, ah bon, je prends note ». L'autre disait « Ah oui, vous êtes enfoncé, mon Dieu ». Et c'est une atmosphère incroyable, n'est-ce pas, de cette espèce d'usure morale qui s'était produite par cette accumulation en
en 8 jours, de nouvelles constamment mauvaises, constamment catastrophiques, avait en quelque sorte usé jusqu'à la corde la capacité de réaction. Que font les généraux? En retard d'une guerre, ils assistent impuissants à l'effondrement de tous leurs plans de bataille. Peut-être le 18, peut-être le 17. Doumac m'a dit, ça ne peut pas durer, je vais chercher Gamelin. Car jusque-là, Gamelin n'était pas là. Il était à Vincennes. Hein? Je vais chercher Gamelin, ça ne peut pas durer. Alors il est parti en voiture chercher Gamelin, qui l'a ramené, manu militari, si on peut dire. Et puis il a parlé avec lui en voiture en lui disant, en général, il faut donner une directive, il ne faut pas rester là-dessus. Alors Gamelin est descendu, très digne, avec son petit ventre. Et puis, dans ce même salon des Bondons, il a dit, eh bien, je vais vous donner une directive. Cette directive commençait par une phrase extraordinaire, qui était « Sans vouloir me mêler de la conduite de la bataille, il convient de prendre maintenant des dispositions spéciales pour tenir compte du mouvement enveloppant de notre aile gauche. En conséquence, le groupe d'armées du Nord marchera vers le Sud et le groupe d'armées de l'Ouest, qui était le GA3, marchera vers le Nord. » Voilà. Et puis, là-dessus, on est passé au déjeuner. Il y avait au Bondon une belle salle à manger. C'est un souvenir assez ridicule, mais je crois qu'il vaut la peine d'être rappelé. Le général Gamelin avait en quelque sorte excité le zèle patriotique du cuisinier-chef, et le cuisinier avait fait un déjeuner qui était à peu près l'équivalent d'un repas de noces. Et ce repas de noces qui tombait dans une atmosphère d'enterrement, d'à peu près ça. Et Gamelin crânait, faisait des plaisanteries, pas très grossières, non, mais il prenait. Et ça sonnait faux, mais entièrement faux. À la fin de ce banquet, à la fois triste et burlesque, on a vu arriver une énorme pièce montée avec des cheveux d'ange. Et j'avoue que cette arrivée m'a paru tellement hors de saison que je me sentais envie que le plafond s'effondre sur cette tablée. Gamelin a mangé très bien de la pièce montée. Puis il s'est levé de table très digne, puis il est sorti, puis on lui a rendu des honneurs, puis il est parti. Et ça a été la fin de sa carrière militaire. Weygand, 72 ans, petit, sec, remplace Gamelin. C'est l'ancien chef d'état-major de Foch. Reynaud appelle aussi auprès de lui le maréchal Pétain, comme vice-président du Conseil. Pétain, c'est Verdun, mais il fait déjà bande à part. Pendant ce temps, Guderian poursuit sa course à la mer. Il avance de 100 km par jour. Le 19 mai, il est à Saint-Quentin. Le 20, il prend Amiens, puis Abbeville. Dans la soirée du 20, le bataillon Spita de la 2e division Panzer atteint le rivage de la Manche. La boucle est fermée. Les armées alliées du Nord sont encerclées, l'armée belge, le corps expéditionnaire britannique et 2 armées françaises. C'est encore une force considérable. Weygand lui donne l'ordre d'attaquer du nord au sud pour se dégager. C'est le premier plan Weygand. Mais les Anglais n'y croient plus. Lord Gort, le commandant en chef britannique, n'a plus qu'une idée, sauver son corps expéditionnaire. À ses divisions encerclées à Arras, il donne l'ordre le 25 mai de se replier sur Dunkerque, sans prévenir les Français. Quant aux Belges désemparés, ils capitulent sans condition 2 jours plus tard.
Le roi Léopold a pris cette décision contre l'avis de son gouvernement et il en a prévenu les Français 1 heure après. Il a refusé de partir pour Londres. Pour les nations, comme pour les hommes, c'est la débandade. La plus grande partie des armées françaises du Nord, encerclées, disloquées, tombe alors entre les mains des Allemands, par divisions entières, avec leurs généraux. Le général Giraud, commandant la 9e armée, est fait prisonnier, comme le 2e classe Gaston Sirec. Alors, on était jolis. On avait voulu prendre la radio, tout était brouillé, on n'entendait rien plus. Alors le lieutenant, il dit, allez, c'est le moment de partir. Et en avant, nous partons, même de réfugiés, nous montons dans les camions, il y avait de la place. Nous partons vers 6 ou 7 heures du soir, c'est avant la nuit. Et on commence à rouler, tranquillement, tout doucement. À un moment donné, on trouve une machin de la Croix-Rouge qui se met dans notre colonne. La nuit arrivait, et alors, j'étais là à mon volant. On roulait doucement, par force, une petite route. Et tout d'un coup, il faisait bien nuit. Je te vois, cabine avancée contre la glace ou à côté, quelque chose qui éclairait. Je ne réalisais pas. Qu'est-ce que ça pouvait être ça? Je me le suis figuré, j'avais entendu parler des balles traçantes. Et puis en même temps, tout le convoi ça s'arrête parce que moi j'avais un camion, il n'y avait pas de frein. Alors je l'avais dit, moi je resterai derrière. Et si par hasard, je ne peux pas m'arrêter, je vous rentre dedans. Il n'y avait pas d'autre solution. Bon, alors ça s'arrêtait, et moi je m'arrête aussi. Alors à ce moment-là, on a entendu hop. Et tout d'un coup, ça se calme. Moi, j'étais prêt à monter dans le camion, j'ouvre ma portière, je monte comme ça, vous savez que ces gros cabines avancées étaient hauts. Comme j'étais prêt à rentrer dedans, je sens quelque chose qui me prend par le dos. Je redescends et je me retourne, je te vois une tête là, un casque par allemand. Mon sang n'a fait qu'un tour. Et voilà, j'ai dit, ça y est, je suis fait prisonnier. Hitler vient alors sur le front pour féliciter ses troupes, à Ypres, où il s'est battu comme caporal en 14-18. Et il donne l'ordre à ses divisions blindées de marquer une pause. Veut-il ménager l'Angleterre? Veut-il laisser à la Luftwaffe de Göring l'honneur de porter le coup de grâce à l'ennemi blessé? Ou craint-il toujours une contre-attaque alliée sur son flanc étiré? En tout cas, les blindés allemands soufflent pour la première fois depuis 10 jours, après une chevauchée de 400 km, tandis que tout là-bas, les armées alliées encerclées refluent sur Dunkerque. Tout le corps expéditionnaire britannique et les débris des armées du Nord se sont maintenant réfugiés à Dunkerque dans une poche assaillie de toutes parts. Churchill, qui a remplacé Chamberlain à la tête du gouvernement anglais depuis le 9 mai, a donné l'ordre de sauver le corps expéditionnaire britannique, la seule armée que possède l'Angleterre. C'est l'opération Dynamo. 850 bateaux de toutes sortes traversent la Manche. Des barques de pêcheurs, des canots de sauvetage, des contre-torpilleurs, des yachts de plaisance, des chalutiers, des remorqueurs, et même le bateau-pompe de la Tamise. Tout ce qui peut flotter vogue vers la France. Et bientôt 300 bateaux français se joignent à eux. Dans la poche de Dunkerque, 500 000 hommes les attendent. Un demi-million d'hommes, épuisés, battus, perdus, qui ont échoué sur les plages. 300 000 Anglais et 200 000 Français. L'un d'entre eux a passé ce dramatique week-end à Zuidcote. Il s'appelle Robert Merle. Il avait 20 ans, il était ici, sur la plage. Oui, à cet endroit-là, exactement. Et la plage était noire de monde, d'ici jusqu'à Brédune. Si vous voulez, je vais vous montrer. Je vais vous faire un dessin. Voilà la côte.
Ici, vous aviez Dunkerque, ici Malo-les-Bains, ici le Sanat-Zuidcote et ici Brédune. Et bien sûr, la poche faisait à peu près ça. Et alors là-bas, la mer était remplie de bateaux et les gars essayaient de s'embarquer. Le 26 mai, 7000 Anglais sont embarqués. Le 27, 17 000. Le 28, 45 000. Le 29, 120 000 Anglais sont déjà partis et 6 000 Français seulement. On a dit souvent que c'était plutôt les Anglais qui étaient embarqués de préférence aux Français. Ici, c'est-à-dire, vous savez, alors là, il y a eu une petite amertume parce que quand les Français arrivaient à Brédune, ils avaient l'impression qu'ils étaient floués parce qu'ils ne pouvaient pas s'embarquer. Ils se mettaient dans des files et les Anglais leur disaient non, ici on n'embarque que des Anglais. Alors il y avait une certaine amertume, mais en réalité, les Français pouvaient s'embarquer à Dunkerque et à Malo. Et alors à Dunkerque, ils s'embarquaient que par unité constituée, avec tous leurs chefs. Or justement ici, les gens qui étaient là, les centaines de milliers d'hommes qui étaient là, n'avaient plus leur chef, n'avaient plus leurs armes, n'étaient plus disciplinés. Alors ils n'avaient donc aucune chance de s'embarquer là-bas. Alors ils restaient là en essayant, en espérant, etc. Ça devait être affreux, tout ça. C'était kafkaïen, parce qu'il y avait quelque chose d'absurde, parce qu'en même temps, il faisait très beau. Il faisait un temps absolument magnifique. Et là-dessus, il y avait les Stukas qui bombardaient. Ils ne bombardaient pas la plage, ils ne mitraillaient pas les hommes, mais ils bombardaient les bateaux. Alors il arrivait quelquefois, quand un bateau était plein, alors ça, c'était affreux. Alors vous voyez les types, le bateau explosé, flambé, les types tombés à la mer. En face, là, ici exactement, à cet endroit-là, il y a eu un gros bateau, un gros cargo anglais. Alors ce gros cargo s'est enflammé. Et tous les hommes étaient massés à l'arrière, n'osaient pas sauter parce que c'était très très haut sur l'eau. Et en même temps, je crois, étaient à moitié asphyxiés déjà par la fumée. De sorte qu'on avait l'impression qu'ils allaient brûler vifs. Et en fait, il y en a eu beaucoup de brûlés. Alors il y en a qui se jetaient à l'eau, mais c'était pas profond là où le bateau s'était échoué. Alors ça faisait peur parce qu'ils se demandaient s'ils n'allaient pas se fracasser. Alors ils étaient pris entre le feu qui les dévorait et puis la perspective de cette chute vertigineuse avec peut-être la mort au bout. Plus de 6 000 hommes périssent ainsi, carbonisés, noyés ou asphyxiés par le mazout, après avoir cru être sauvés. Alors Dunkerque devient une grande bataille pour la marine française, pour la Royal Navy et pour la Royal Air Force qui y jette 150 avions de chasse. Elle en perd 106, mais elle abat 150 avions allemands. Alors les gars étaient couchés dans les dunes, ils étaient torse nus, ils étaient là, comme ça, et puis ils regardaient les combats aériens, tous. Alors ils applaudissaient. Mais ils applaudissaient. Ils disaient « Ouah, bravo !» Puis ils applaudissaient comme un spectacle. Tout autour de la poche de Dunkerque, les Allemands attaquent furieusement. Ils se rendent compte maintenant que l'ennemi va leur échapper. Face à eux, 3 divisions françaises luttent pied à pied et leur résistent pendant plus d'une semaine.
les soldats de la 12e, de la 32e et de la 68e division se sont sacrifiés pour protéger l'embarquement. L'opération Dynamo a réussi. En 8 jours, les bateaux anglais et français évacuent 330 000 hommes vers l'Angleterre. « 200 000 soldats britanniques ont échappé aux Allemands. C'est un succès, mais ce n'est pas une victoire, loin de là. Pour la première fois, les Anglais se rendent compte qu'ils pourraient eux aussi être envahis. C'est un choc. Le 4 juin, dans un grand discours aux communes, Churchill annonce solennellement que s'il le faut, l'Angleterre se battra jusqu'au bout, sur ses plages, sur ses collines, dans ses champs et dans ses rues. L'esprit de Dunkerque est né ce jour-là. 130 000 Français, eux aussi, se retrouvent en Angleterre. Pour eux, la bataille de France n'est pas terminée. Les bateaux français vont les ramener bientôt en Bretagne pour poursuivre la lutte. Le 4 juin, les Allemands entrent dans Dunkerque et découvrent un butin fabuleux. Tout le matériel abandonné par les Anglais. 2500 canons, 11 000 mitrailleuses, 75 000 véhicules. Sur la plage, gisent les carcasses de 243 bateaux coulés, dont 9 torpilleurs anglais et 6 torpilleurs français. Et 90 000 soldats désemparés, qui n'ont pas pu embarquer et qui sont faits prisonniers. 50 000 Anglais et 40 000 Français. Parmi eux, Robert Merle. Dunkerque était bien une nouvelle défaite. Le général Weygand vient de perdre son corps de bataille. Maintenant, il faut repartir à zéro, et dans les pires conditions. Pour créer une nouvelle armée, Weygand rameute des troupes des Alpes, de la ligne Maginot, d'Afrique du Nord. Il espère ainsi constituer une nouvelle force de 60 divisions pour pouvoir contre-attaquer. Mais pour cela, il lui faut du temps, 15 jours. En attendant, il donne l'ordre de tenir sur la Somme. C'est la ligne Weygand. Pour cette mission de retardement sur la Somme, il ne dispose que de 7 divisions. Parmi elles, la 4e division cuirassée du colonel de Gaulle, qui vient d'être nommé général à titre temporaire. Elle vient d'arriver dans le secteur d'Abbeville. Un de ses officiers, le lieutenant Cressman. Et c'est ici que le général de Gaulle était. Son PC, son bureau était ici en bas à droite. Et quand nous venions en liaison, toute cette cour était encombrée de tout le matériel d'état-major. Et quand nous venions en liaison, on entrait par cette porte et on allait retrouver le général de Gaulle dans son bureau, là. Nous étions dans un charivari énorme. Tout était en l'air. Nous ne voyions que des gens qui fichaient le camp avec tous leurs moyens. Des charrettes, des bœufs, des chevaux, des vieilles carrioles, des troupes qui s'en allaient aussi. Et vraiment, on ne savait absolument plus ce qui pouvait tenir. Or, de Gaulle, tout au long, a tenu. Non seulement de Gaulle tient, mais il attaque, comme il l'a toujours préconisé, avec tous ses chars groupés, comme un coup de poing. Et il avance de 15 kilomètres. On a gagné ce bois, et on a gagné encore l'autre derrière, et on a encore gagné, et nous partions pour Berlin. Et à quel moment est-ce que vous avez eu l'impression que ça tournait mal, quand même?
Écoutez, nous n'avons pas eu l'impression que ça tournait mal. Nous avons eu l'impression qu'on était à bout de souffle, certes, qu'on n'avait plus de chars, qu'on n'avait plus de matériel, et que on ne pouvait plus avancer parce que nous étions seuls. Il fallait du renfort. Mais nous n'avons jamais été désespérés à aucun moment. Nous avons eu des coups extrêmement durs. Nous avons eu des villages là en bas. Il y a le village de Mareuil qui a été repris. Nous l'avons repris. Ils l'ont repris. Nous avons été jusqu'au bout du village. Il y a eu des batailles, mais nous avons toujours été les gagnants. Jusqu'au moment où on nous a dit, bon, repli, vous êtes remplacés. Et on s'est retrouvés réunis alors dans un bled qui s'appelle Roi-Boissy. Et c'est là où De Gaulle a passé sa première revue. Et c'était le 2 juin, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était l'anniversaire de mon mariage. Et c'est la première fois qu'on a vu De Gaulle passer ses troupes en revue, enfin ce qu'il en restait. Alors nous étions un peu fiers. Je me dis, on bombait le torse et on allait recevoir des médailles. Nous étions là en rang, les derniers des Mohicans, les fiers à bras. Et arrive notre général qui s'adresse à l'un après l'autre de tous ces hommes si fiers. Il nous a dit à chacun, où est votre char? Il a été brûlé, mon général. Comment brûlé? Oui, j'ai reçu 2 coups de 105. Mais il fallait l'éteindre. J'ai éteint, mon général. Mais ils m'ont repoivré. Eh bien, il fallait l'éteindre une 2e fois. J'ai pas besoin d'hommes sans matériel, moi. Il me faudrait du matériel sans hommes. Voilà De Gaulle. Le 5 juin, Paul Reynaud se débarrasse de Daladier et il appelle auprès de lui le général De Gaulle comme sous-secrétaire d'État à la guerre. Il veut durcir son cabinet, car le maréchal Pétain et de nombreux ministres parlent déjà de cesser le combat. C'est qu'en 48 heures, les Allemands ont submergé la ligne Weygand et traversé la Somme. C'est un raz-de-marée. 95 divisions allemandes, dont 10 cuirassés, déferlent sur la France. En 2 jours, Rommel conquiert la Normandie et prend Rouen. En même temps, les blindés de von Kleist approchent de Paris. Ils arrivent, sauf qui peut. Les Parisiens, à leur tour, sont pris de panique. Tout s'écroule. Le 10 juin, le gouvernement a quitté Paris. Le même jour, Mussolini a déclaré la guerre à la France. Un coup de poignard dans le dos. Le peuple français se sent orphelin, abandonné, trahi. Il fuit, laissant tout, ses maisons, ses villes, ses villages. C'est le grand exode. Mais impossible d'échapper aux avions qui mitraillent les routes où se mêlent soldats et réfugiés. Les salauds, ce sont des Italiens. Mais non, ce n'est pas possible. Leurs avions n'ont pas un rayon d'action suffisant. Et notre aviation? Où est-elle, notre aviation? Que fait-elle? Elle se battait, l'aviation française. Mais tout là-haut, à 5000 mètres d'altitude, où on ne la voyait pas. Un de ses pilotes, le capitaine Accard. C'est un as de la campagne de France. Il a descendu 16 avions allemands. Il peut témoigner, lui, que le ciel n'était pas vide. C'est un reproche que nous avons souvent entendu. Et moi-même, sur mon lit d'hôpital à Grange-Blanche, j'ai pu voir autour de moi des gens qui étaient tout surpris qu'un aviateur ait pu être descendu. Pour les Français, tout ce qui volait était ennemi. Un de mes camarades, le capitaine Portalis, a été abattu au-dessus de la Moselle. Il est descendu en parachute au milieu des troupes françaises qui l'ont mitraillé. Il avait beau leur crier qu'il était français, ils l'ont mitraillé jusqu'au moment où il a reçu une balle dans une jambe. Voilà comment tout ce qui était en l'air était ou canadien, ou allemand, ou anglais, mais jamais français, n'est-ce pas? Et pourtant, plus de 1000 chasseurs français faisaient front contre la Luftwaffe, dans un combat inégal,
à 1 contre 3. 400 avions de bombardement et de reconnaissance, beaucoup trop lents, s'étaient fait massacrer dès les premiers jours de l'offensive. Mais la chasse française, elle, abattait près de 1000 avions allemands. Elle le payait cher, 700 avions perdus et 200 pilotes tués. Le capitaine Accard lui-même était descendu en combat aérien. J'étais en dégagement pour reprendre l'attaque sur le peloton de bombardiers allemands quand j'ai reçu une balle entre les deux yeux. J'ai perdu connaissance, puis je me suis réveillé sans très bien comprendre ce qui m'arrivait. Je ne voyais plus ni ciel, ni terre, ni mes cadrans. J'ai sauté, mais avec la vitesse, j'ai eu le bras retourné, puis je suis tombé, après avoir compté jusqu'à 10, avant d'ouvrir mon parachute, parce que j'allais très vite et j'avais peur qu'il se déchire. Et tout ce dont je me souviens à ce moment-là, c'est que vers 5 ou 6, je cherchais ma poignée de parachute. Ensuite, je suis arrivé dans des arbustes qui ont amorti ma chute parce que le parachute était un peu déchiré malgré tout. Et comme m'a écrit ensuite le brave homme qui m'a ramassé, nous avons trouvé le cadavre de cet officier dans les buissons. On a réussi à l'enlever, la balle? Non, elle est toujours là. Le 11 juin, en pleine débâcle, Churchill vient au château du Muguet, près de Briare, sur la Loire, pour rencontrer le gouvernement français qui campe de château en château. L'atmosphère est sinistre. Le général Weygand et le maréchal Pétain brossent un tableau désespéré de la situation. Il faut cesser le combat, disent-ils. Ça, c'est l'affaire du gouvernement, coupe sèchement Paul Reynaud. Et il se tourne vers Churchill. Nous n'avons plus d'avions, dit-il. Envoyez-nous tous les avions de la Royal Air Force. Impossible, répond Churchill. Nous en aurons besoin bientôt pour défendre l'Angleterre. Battez-vous dans Paris, suggère alors Churchill. Ce serait un sacrifice inutile, répondent Weygand et Pétain. Un dialogue de sourds, auquel assistait Anthony Eden, alors ministre de la guerre britannique, seul survivant de cette rencontre. Nous avons parlé pendant à peu près 3 heures sans vraiment avancer les choses, parce que nous avions envoyé tout ce que nous possédions. On a expliqué ce qu'on avait envoyé du côté des avions et aussi de l'armée. Il n'y avait plus rien à envoyer. Et à la fin, je me souviens, vers la fin, Churchill a dit ce qui allait se passer si c'était nécessaire. Il a dit nous allons continuer la guerre tout seul. Il n'y aurait pas de reproche, naturellement, mais nous ferions notre mieux pour faire ça. Et je me souviens un peu des visages des 3 hommes vis-à-vis de moi. Il y avait à ce moment-là, il y en avait 4, parce que le général Georges avait arrivé pendant la discussion. Mais les 3 principaux étaient là, c'était Reynaud, qui était inscrutable. Weygand, qui écoutait poliment, mais j'ai cru peut-être pas sans grande conviction. Et puis Pétain, qui avait une expression incrédule. Au cours du dîner, Anthony Eden va avoir la confirmation que les Français sont divisés. À ce moment-là, nous allions nous asseoir contre un grand type et rentrer, et c'était De Gaulle. Et Weygand lui a dit, tournant chez lui, peut-être voulez-vous vous asseoir près de moi. Et Weygand, De Gaulle a répondu, j'ai cru d'une voix un peu sèche, non? Alors moi j'ai les instructions de m'asseoir auprès du Premier ministre britannique. Il est passé comme ça. J'ai cru que Weygand n'était pas très content de sa réponse. Pétain a parlé surtout sur la destruction des villes en France. Pour ça, naturellement, j'avais une grande sympathie. Mais il a insisté sur ça. Je crois que c'était Abbeville, et c'était Amiens, c'était des autres villes qui avaient été détruites. Et puis, après tout, je lui ai dit, eh bien, monsieur le maréchal, tout ça c'est vrai, mais il y a autre chose encore pire que la destruction des villes. Il a répondu ça, vous pouvez le dire comme anglais, parce que vous n'avez jamais eu ça chez vous. Je lui ai répondu, eh bien, peut-être que nous l'aurons cette fois-ci. Le lendemain,
Churchill et Eden vont repartir pour Londres, convaincus que le maréchal Pétain est décidé à abandonner le combat et qu'il attend son heure. Le matin prochain, quand nous étions sur le perron, Churchill et moi et Renaud, et Renaud nous parlait de ses difficultés avec Pétain. À ce moment-là, Pétain s'approchait du perron. Et puis, Renaud nous a dit, je me souviens bien, il a dit, il a bonne mine ce matin, il faut qu'il y ait des nouvelles néfastes. Le 14 juin à l'aube, les Allemands entrent dans Paris. Paris, ville ouverte. Paris, vide. En tête de la colonne, le Feldwebel Max Büchenhoffen. Notre entrée à Paris était le 14 juin 1940 à la porte Saint-Ouen. Nous avons suivi les boulevards extérieurs et l'avenue Agram jusqu'à l'Arc de Triomphe. Et quelle était la réaction des Parisiens? Il n'y a pas eu beaucoup de population dans les rues. Il y a eu quelques gens qui ont fait signes amicaux, d'autres encore tournaient le dos, et la plupart des Parisiens se trouvèrent derrière les rideaux de leurs fenêtres. À 50 mètres de là, le plus grand chirurgien français, le professeur de Martel, se tire une balle dans la tête, tandis que le Feldwebel Max Büchenhoffen n'arrive pas à croire qu'il est là, au pied de l'Arc de Triomphe. Du haut de la tour Eiffel, ils contemplent Paris à leurs pieds. Paris sous la botte. Le sentiment de victoire. Von Bock und General der Artillerie von Küchler nehmen im Vorbeimarsch ihre Truppen ab. Der Arc de Triomphe. Place de la Concorde. Im Hintergrund rechts das Marineministerium. Der Invalidendom, in dem Napoleon I. beigesetzt ist. Paris ist in deutscher Hand. Oui, Paris est aux mains des Allemands. Après les troupes d'assaut correctes, fraîches et joyeuses qui défilent aux Champs-Élysées, arriveront les SS et la Gestapo, qui s'installeront demain avenue Foch. Ils sont sur les routes, les Parisiens. Mais ils n'ont pas été bien loin. Ils ne savent plus où aller. Tous les ponts sur la Loire ont sauté. Alors affamés, épuisés, désespérés, ils se sont couchés dans les fossés. Et ils regardent passer les vainqueurs. Ces hommes venus d'un autre monde, d'une autre époque, ces soldats jeunes, grands et blonds, qui défilent le col ouvert, et toujours ce bruit de bottes. Le pont de Gien, il est encore debout, c'est le seul. Une marée humaine de réfugiés s'y presse, s'y bouscule, sous les bombardements des Stuka. De l'autre côté, le deuxième classe Claude Bélanger et un groupe de soldats français ont la gorge serrée. Ils ont reçu l'ordre de faire sauter le pont. On commençait à imaginer
l'Allemand si proche qu'il allait falloir faire sauter le pont, et il était plein encore d'êtres humains. Et finalement, alors que dans cette foule, les bruits les plus extraordinaires venaient, s'enflaient, il a fallu décider le moment suprême. Le pont a sauté. Deux jeunes filles qui sont avancées dans l'eau et dans l'espoir fou de traverser et qu'on a vu s'engloutir l'une après l'autre. On a vu des femmes devenues folles complètement et qui ont voulu se tuer, se suicider et qui ont même tenté de tuer les gens qui se trouvaient autour d'eux. On a cité le fait d'une pauvre femme qui avait un bébé sur les bras et qui a fracassé la tête de son bébé sur le parapet. Ce sont des choses épouvantables, évidemment, qui dépassent toute imagination. Il s'en souviendra toute sa vie, cet habitant de Gien, M. Pillard, de la Loire charriant les cadavres des réfugiés. La Loire, dernière ligne de défense où certaines unités livrent un dernier combat, sans espoir. Comme les élèves officiers de l'école de cavalerie de Saumur, comme l'aspirant Cresteil. Pourquoi est-ce que vous vous êtes battu ici? Eh bien, je vous répondrai très simplement, parce que nous en avons reçu l'ordre. L'ordre de qui? Du colonel Michon, qui était le commandant de l'école, et une figure qui vaut la peine d'être décrite. Il nous avait fait visiter à tour de rôle le musée de l'école, où sont réunies des reliques assez exceptionnelles, et à la fin de cette visite, il nous avait dit que lorsque nous aurions reçu nos galons à l'école, il est vraisemblable que nous serions affectés à des unités avec des missions de sacrifice. Vous acceptiez ce sacrifice? Absolument. Je crois qu'à l'époque, et dans cette génération de garçons de 18 à 22 ans, dont je rappelle la formation qui était pour la plupart estudiantine, la question ne se posait même pas. Ils sont 800 cadets de Saumur. Ils n'ont pas d'artillerie, pas d'aviation. Mais ils arrêtent les blindés allemands sur un front de 40 km. François de Lagrange était aspirant. Il avait 20 ans. Vous pensiez que vous alliez mourir? Je ne sais même pas si on s'est posé la question. Oui, peut-être, bien sûr. Enfin, au fond, ce qu'on voulait, je crois, c'était avant tout sauver l'honneur. Et vous ne croyez pas que ce sacrifice des cadets de Saumur a été quand même un sacrifice inutile? Inutile, je ne le crois pas, finalement. Inutile sur le plan de la stratégie, de la guerre, bien entendu. D'ailleurs, le sous-préfet et le maire avaient demandé au colonel Michon de déclarer Saumur ville ouverte, en disant que c'était absolument grotesque de faire bombarder la ville par l'artillerie allemande, alors que notre combat était désespéré et ne servait strictement à rien. Nous avons retardé l'ennemi, quoi? On l'a retardé 3 jours, 4 jours, avec des moyens dérisoires. Là, il y a peut-être effectivement un exploit sur le plan, technique, si j'ose dire. Mais de toute façon, je crois que le sacrifice de mes camarades qui sont morts n'aura pas été inutile, tout simplement parce qu'ils avaient une certaine idée de la France et que je crois que ceux qui ont survécu à cette bataille et leurs enfants ont finalement conservé cette idée de la France. Oui, ce n'était qu'un baroud d'honneur. Il n'y a plus d'armée française. 1 450 000 hommes ont été faits prisonniers. 100 000 ont été tués. 250 000 blessés. Oui, les Français se sont battus. En un mois, ils ont perdu relativement plus d'hommes qu'au pire moment de 14-18. Non, ils n'ont pas mérité cela. À Bordeaux, où le gouvernement s'est réfugié, c'est le drame et la confusion. Le président de la République, le gouvernement, les députés, les ministres campent à la mairie, à la préfecture, dans les hôtels. Dans le port, le paquebot Massilia est à quai, prêt à les emporter en Afrique du Nord si nécessaire. Mais pendant 4 jours, 2 clans s'affrontent. Pétain et Végan, avec Pierre Laval dans l'ombre, exigent l'armistice. Reynaud, Mandel et De Gaulle veulent que la France poursuive la lutte en Afrique du Nord et aux côtés de la Grande-Bretagne. Quant aux armées battues, qu'elles capitulent. Le 15 juin, Conseil des ministres dramatique. M. Pierre Deleuze
aide-de-camp de Weygand, était là. Monsieur Paul Reynaud a proposé au général Weygand de capituler. Et le général Weygand, je m'en souviens encore, est entré dans une colère violente. Il transpirait, il était hors de lui, en disant « Comment vous me demandez de capituler? Jamais je ne capitulerai. » La capitulation d'une armée en pleine guerre, c'est la honte de cette armée. Aux yeux d'un militaire, il y a une différence essentielle, je crois. C'est que la capitulation, c'est l'armée qui s'avoue vaincue et qui met bas les armes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de défense, l'ennemi entre et envahit tout le territoire, il n'y a plus rien qui s'y oppose. L'armistice, c'est le gouvernement qui prend la responsabilité, non pas de mettre bas les armes, mais de cesser les hostilités sous certaines conditions. Le lendemain, Reynaud cède et démissionne, De Gaulle part pour Londres, Pétain devient chef du gouvernement. Français, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Hitler a dicté ses conditions. L'armistice sera signé à Retondre, dans la forêt de Compiègne, là où a été signé celui du 11 novembre 1918. 15h15. Hitler arrive accompagné du maréchal Göring, du grand amiral Raeder, du général Keitel, de Ribbentrop, de Hess, de Himmler. Ils sont tous là. Le voilà, le wagon historique, le wagon de Foch. « 15h30. Arrivent les parlementaires français. Le général Hunziger, le général d'aviation Bergeret, l'amiral Leluc et l'ambassadeur Léon Noël. Ils viennent de Paris. Pour eux, c'est une surprise. Les Allemands ne leur ont pas dit où ils les conduisaient. « 15h35. Sans dire un mot, Hitler fait un signe au général Keitel qui lit une déclaration préliminaire sur un ton sec et brutal. La délégation française a été convoquée ici pour effacer l'humiliation du traité de Versailles et pour réparer l'injustice faite au peuple allemand. 15h40. Hitler tend le texte des conditions d'armistice aux Français, puis il se lève et s'en va. Il n'a pas prononcé une parole. En fait, il est très satisfait d'accorder un armistice à la France. 2 jours plus tôt, il a expliqué à Mussolini qu'il préférait traiter avec un gouvernement français légal, qu'il serait plus facile de faire exécuter les décisions allemandes par des fonctionnaires français. Aussi, il s'est montré apparemment conciliant, mais c'est à prendre ou à laisser. La France sera séparée en 2 zones, une zone occupée au nord, une zone libre au sud. Hitler n'a pas réclamé la flotte française. Il exige simplement qu'elle soit désarmée dans les ports français. 15h45. Les Français vont prendre connaissance du diktat d'Hitler. Une clause est inacceptable. Hitler exige que la France lui remette les citoyens allemands réfugiés en France, juifs et anti-nazis. Sous la tente aménagée pour eux, les délégués français vont téléphoner à Bordeaux. Puis ils discutent avec les Allemands pendant 24 heures. Mais le lendemain, le général Keitel leur a donné un ultimatum. Vous avez 1 heure pour signer. Le gouvernement de Pétain s'est incliné. Le 22 juin, à 18h50, l'armistice est signé. Les réfugiés allemands seront livrés à Hitler. À Londres, le général de Gaulle dit non. Non à l'armistice, non à la défaite.
Non, la France n'a pas perdu la guerre, elle a seulement perdu une bataille. La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie. Paris, dimanche 23 juin. Toute la nuit, des prisonniers de guerre français ont été réquisitionnés pour enlever les sacs de sable qui cachent les monuments de la capitale. 6 heures du matin, Paris reçoit un touriste de marque, Adolf Hitler. Paris désert, Paris occupé, Paris humilié, symbole de la fin d'une république, de la fin d'une époque, de la fin d'un monde. Mais ce n'est pas la fin de la tragédie. Tout est en place pour le second acte. La collaboration, la Gestapo, la faim, la misère, et aussi la résistance, la torture, la déportation. Tout est prêt pour 4 ans de malheur.